Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter. Je suis ravi de pouvoir partager ce temps avec vous. Ne soyez pas inquiets pour le ton monocorde de voix que vous devez subir actuellement. C'est, j'allais dire, normal de la part de votre serviteur. Et merci aux traductrices en langue des signes pour leur rude tâche de démêler mes petites blagues semi-autistiques. Est-ce que, chers amis, vous avez entendu parler du Brexit? Alors, il a été question de beaucoup de choses dans cette affaire. Mais à un moment donné, il y a quelques jours, le speaker, donc le président de la Chambre des communes, a sorti un règlement qui datait de l'an 1604. Tout le monde a été épaté. Si vous avez suivi cet épisode, comment est-ce que Mr. Bercow, parce que tel est son nom, a-t-il pu connaître un texte obscur de l'an de grâce 1604 ? En fait, c'est pas que Mr. Bercow soit autiste et se souvienne avec une précision d'ordinateur de tous les textes de loi. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il a fait appel au travail de quelqu'un de chez nous. Je veux dire autiste, on est d'accord. Voilà. Alors, en fait, il y a un petit secret dans l'histoire politique anglaise. C'est dans ce livre-ci, écrit par Thomas Erskine May. Alors, qui était ce bonhomme ? C'était un bibliothécaire fou au XIXe siècle. Au lieu de socialiser, de faire la fête et de je ne sais quoi, il a passé sa vie à compiler toutes les petites histoires, tous les petits textes de l'histoire politique britannique. Et il en a fait ce livre. Ce livre, c'est une sorte de monument de toutes sortes de détails. Vous apprenez ce qu'a fait le sous-baron, je ne sais quoi, dans sa rencontre avec le roi Richard II, etc. C'est pas génial, ça ? Indispensable à la vie quotidienne, à mon avis. Alors, je ne suis pas spécialiste de droit constitutionnel britannique, mais quand j'ai découvert ce bouquin, il était minuit, non, il était même 1h du matin. Et lorsque vous entamez ce type de lecture à 1h du matin, votre nuit sera courte, ou plutôt inexistante. Vous voyez, c'est ça, ce magnétisme très particulier des petites choses autistiques. Donc, d'une certaine façon, heureusement que parallèlement, j'allais dire, au mode majoritaire d'existence de l'être humain, heureusement qu'il y ait un mode minoritaire de gens bizarres qui consacrent leur vie à compiler toutes sortes de données, de chiffres et de bouquins. Ces gens-là, il y en a toujours eu, tout au long de l'histoire. Certains, évidemment, la majorité même, totalement inconnus, d'autres sont restés, j'allais dire, marqués ou sont restés gravés dans le livre de l'histoire. Alors, peut-être un ou deux noms. Au Moyen-Âge, donc pendant cette période troublée où tout le monde guerroyait, s'entretuait, il y avait par exemple Bède le Vénérable, Beda Venerabilis pour nos amis latinistes. C'était qui ? C'était donc quelqu'un qui était passionné par les bouquins, les vieilles histoires, la grammaire latine. Il a compilé toutes sortes de livres et de traités à l'époque. Pendant que tout le reste de l'Europe, eh bien, encore une fois, durant le haut Moyen-Âge, s'entretuait et était noyé dans le sang des combats. Alors, ce qui est drôle, dans l'un des livres de Bède le Vénérable, on lui demande quel était son secret, comment est-ce qu'il faisait pour être si différent des autres, quel était son secret pour avoir une vie épanouissante. Il répond, eh bien, j'ai une journée très régulière. Vous voyez cette routine autistique marquée par la lecture à heure fixe, l'étude et que sais-je encore. Voyez, mais on pourrait prendre par exemple un autre personnage, toujours plus ou moins au Moyen-Âge, Isidore de Séville. Voyez, lui, eh bien, il adorait collectionner, compiler les bouquins. Cette fois, c'était plutôt dans l'Espagne, ce qui allait devenir l'Espagne, pendant que les Wisigoths, Ostrogoths et autres, je ne sais pas quelle peuplade, s'entretuaient. Donc, lui, Isidore de Séville, compilait les bouquins. N'est-ce pas une preuve de maladie mentale gravissime ? Il n'y avait pas de service psychiatrique à l'époque, mais en tout cas, de nos jours, il aurait eu des problèmes.
même, je suppose. Alors là où ça devient vraiment drôle, c'est qu'en fait, Isidore de Séville avait un frère qui était tout comme lui. C'est comme quand on retrouve des facteurs génétiques. Alors donc ces gens-là, ces gens bizarres, ils ont toujours existé. Sauf qu'au Moyen-Âge, il y a eu une invention géniale. C'était l'université. L'université, c'était quoi à l'origine? C'était la maison des fous, enfin des gens bizarres, quoi. Oui, parce que pendant que les autres avaient pour objectif dans la vie d'avoir les muscles les plus solides pour pouvoir tuer l'autre avant qu'il ne vous tue, pardon d'être un peu brutal, mais la réalité l'était bien plus encore, eh bien, à côté de ça, il y avait un petit groupe de gens cinglés, de gens bizarres en tout cas, qui adoraient la grammaire latine et, par exemple, ça donnait aux joies de la scolastique. Donc là, vous voyez, ce groupement-là de gens bizarres, eh bien, c'est autodénommé en latin Universitas Magistrorum et Scholarium, donc le conglomérat, l'ensemble un peu des gens qui aiment les choses que les autres n'aiment pas, qui ont des centres d'intérêt spécifiques, dirions-nous, dans notre jargon actuel. Voyez. Donc, et l'université a démarré comme ça. Elle a tourné pendant des siècles sur ce modèle-là, avec sa langue bizarre, une sorte de latin érudit. Ce qui est très intéressant, c'est que toutes les petites blagounettes de nonotistes, on a parlé ici même à cette tribune, par exemple, des allusions aux films, etc., qu'on ne peut pas comprendre. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les traduire en latin classique. Donc, à l'université médiévale, il n'y avait pas de truc nonotistique qu'on pouvait dire, vu que la langue en usage dans ces lieux ne permettait pas de communiquer tous les sous-entendus et blagounettes des nonotistes, n'est-ce pas fabuleux? Bon. Évidemment, les choses finissent toujours par se pervertir avec le temps. Et donc, pendant le siècle des Lumières, il y a eu un autre modèle d'érudition, c'était les modèles des salons. Voyez, où donc les gens de la bonne société se rassemblaient pour discuter. Et ça, c'est un peu le modèle inverse. Parce que qu'est-ce qui comptait dans un salon un peu du siècle des Lumières? C'était de faire bonne figure, de, entre guillemets, séduire l'autre dans tous les sens du terme. C'était, comme le disait Madame de Staël, un gazouillis de salon, quoi. Que, évidemment, j'allais dire, les érudits à l'ancienne ne pouvaient pas maîtriser. Et donc, le siècle des Lumières, c'était aussi le siècle du déclin des universités, très logiquement. Voyez. Et alors, ces personnes-là, ces figures bizarres, ont d'une certaine façon rejoint à nouveau l'ombre. Et ces personnes bizarres ont à nouveau travaillé de façon isolée. On pourrait citer par exemple Vico. Ceux qui ont fait des études en lettres connaissent sans doute ce type de figure qui poursuivent son travail d'érudition, mais cette fois de façon isolée et non plus dans un cadre universitaire. Et puis d'autres personnes, on pourrait appeler ça, c'est un terme qui m'est propre, si vous me pardonnez ce néologisme, la vieille science. Donc, qu'est-ce qui rassemblait, qu'est-ce qui caractérisait un peu ces érudits de l'ancien temps, donc siècle des Lumières à peu près dans cette période-là de l'histoire? C'est qu'ils s'adonnaient à l'étude par impulsion personnelle, pour les plus pédants, motu proprio. Vous voyez, on ne devenait pas savant par une institution, mais on l'était de par ses penchants personnels. Et bon, on pourrait citer divers noms, mais ce serait abuser de la patience de l'honorable assemblée. Ce qui est absolument saisissant, c'est que dans les biographies de ces figures-là, on se rend compte qu'il y a une quête de l'explication de leurs différences. Alors, par exemple, Vico, au tout début de son autobiographie, cite ou évoque des épisodes liés à des violences traumatiques qu'il aurait ou a subi, donc des chocs sur son crâne, etc., qui auraient expliqué sa différence radicale
médical en termes de fonctionnement cognitif. C'est sans doute, je dirais, une légende ou une interprétation abusive. Mais néanmoins, on voit qu'il était clair dès cette époque-là que la différence entre ces gens-là et la majorité du monde était bien une différence liée à quelque chose de physique, de médical. Ça, c'est assez saisissant. Voyez. Et donc, pour nous, j'allais dire, pour nous aujourd'hui, le défi qui se pose, c'est comment redonner leur place à ces personnes différentes au sein même de l'université. La question n'est pas totalement, je dirais, désintéressée. Il y a des facteurs, je dirais, purement aussi économiques et scientifiques qui doivent nous y pousser. Parce que d'une certaine façon, si vous voulez avoir une université compétitive, il vaut mieux miser sur les gens bizarres. Voilà, c'est juste comme ça. Vous voyez, les universités, qu'elles soient américaines ou israéliennes, ce sont plutôt ces deux nations-là qui ont démarré dans le secteur. Ces universités qui s'intéressent tout particulièrement aux étudiants différents, et en particulier, mais pas que aux étudiants autistes, ces universités le font précisément en pensant à leur avenir. Parce que imaginez que vous accordiez des financements, des bourses d'études à des étudiants, on va dire en général. Ils vont profiter de la bourse, ils vont faire leurs études, et dès qu'ils auront leur diplôme, s'ils trouvent un emploi mieux rémunéré dans une autre fac, ils iront ailleurs. Et donc votre investissement sera assez perdu. Par contre, si vous prenez un étudiant autiste, il restera fidèle à la fac. Vous voyez? Et donc, toutes les publications de recherche, etc., ça restera chez vous. Voyez? Donc, c'est un investissement rationnel que de miser sur les autistes. Voyez? Alors, on pourrait ensuite réfléchir, est-ce qu'il y a dans une université des cursus plus autistiques que d'autres? Ça, c'est une bonne question. Je me suis un peu amusé à fouiner dans des bouquins sur l'histoire des facs, par exemple, allemandes fin 19e, ou même des fameuses universités américaines du début du XXe siècle, qui avaient été bâties sur le modèle, en fait, de la fac allemande à son apogée. Vous voyez, ces universités allemandes qui récoltaient littéralement tous les prix Nobel de sciences au début du XXe siècle. Et en effet, ces universités-là étaient des lieux bizarres pour des gens bizarres. Par exemple, donc Feynman, dans une biographie de Feynman, j'avais lu que jusque dans les années 20 et 30, dans les universités américaines, il n'y avait pas de concept de nerd. Vous voyez ce que c'est un nerd, c'est le type un peu à lunettes qui ne sait pas où est le restaurant ou la boîte de nuit près de l'université parce qu'il n'y va jamais. Ça n'intéresse pas, il ne sait même pas que ça existe. Par contre, il passe sa vie à potasser des bouquins avec des formules bizarroïdes. Bon, c'est ma petite définition personnelle du nerd. Donc, il n'y avait pas de concept de nerd à cette époque. Pourquoi donc? Parce qu'en fait, tous les étudiants étaient comme ça. C'était le modèle normal où l'étudiant jugé normal au MIT ou d'autres universités américaines prestigieuses de l'époque. C'était justement que l'étudiant ne s'intéresse à rien d'autre que, par exemple, machines physiques et autres. Et donc, ce qui est assez savoureux, c'est de voir un peu, quand on relit les souvenirs de jeunesse de ces gens-là, à quel point leur jeunesse a été littéralement happée, que sais-je, par exemple, par le bruit très particulier du métal qui s'entrechoque dans les machines à calculer, les divers grésillements dans les ancêtres des ordinateurs, etc. Vous voyez, cette immense machine-là, il a fallu faire plus de 5 millions de soudures à la main. Qui donc, dans sa vie dite ordinaire, aspire à faire toute sa vie des soudures à la main? Personne. Vous voyez, pour ça, il faut avoir recours à des gens bizarres. Et heureusement qu'on en a, voyez, sinon on n'aurait pas eu les ordinateurs. Alors il y a ces choses, j'allais dire physiques, mais sur le plan intellectuel. En fait, en physique par exemple, quasiment tous les concepts que l'on utilise, qui sont devenus de grands classiques de la physique ou des maths, ont été bricolés, inventés par de très jeunes
personnes, des adolescents, voire parfois des enfants décalés. Il y a un terme allemand que j'aime bien qui résume cela bien, c'est la Knabenphysik. Donc littéralement la physique des ados, on pourrait le dire comme ça, ou des pré-ados, quelque chose. C'est difficile à traduire avec exactitude. Mais c'est vous dire à quel point peut-être ce qui est devenu institutionnalisé aujourd'hui, c'était à l'époque un lieu de rêve, une bulle de rêvasserie à deux personnes, on va dire, peut-être on pourrait presque avancer, dérangées d'une certaine façon. Et donc comment retrouver peut-être un schéma où ces personnes auraient leur place au sein de l'université. Alors, encore une fois, ce n'est pas par humanisme béat, c'est tout simplement aussi pour permettre à ces gens de continuer à créer et de continuer peut-être à innover dans la suite des événements. Alors, on a essayé d'imaginer plusieurs petites solutions. Une première solution pour redonner leur place à ces gens bizarres, c'est la technique dite des duos. À savoir d'associer une personne bizarre de chez nous à une personne dite ordinaire, normale. Alors l'histoire des duos, vous la connaissez, c'est l'histoire de la Silicon Valley d'une certaine façon. Quasiment derrière chaque grande entreprise technologique et autres, il y avait une histoire de ce type. Ici sur cette photo, c'est une photo terrible, vous avez toute l'histoire de Apple, l'entreprise Apple qui est résumée là. Vous avez sans doute reconnu l'un des deux personnages, à savoir Steve Jobs. Alors lui, Steve Jobs, contrairement à certains ragots, il était nul en informatique. C'était un manager charismatique qui passait très bien dans les médias, mais ce n'était pas lui qui faisait les circuits, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le coup de génie de Steve Jobs avait été de s'associer à un autre bonhomme, un autre Steve, totalement aux antipodes. Si vous regardez la photo, je crois qu'on devine assez bien qui est autiste et qui ne l'est pas. Voilà, et malheureusement, on devine aussi qui serait employé et qui ne le serait pas aujourd'hui par une entreprise. Le coup de génie de Steve Jobs avait été justement de s'associer avec quelqu'un de bizarre, avec Steve Wozniak. C'était Steve Wozniak qui faisait les circuits, qui bricolait toutes les petites machines, et c'est Steve Jobs qui les vendait. Donc la gloire et les sous sont allés à Steve Jobs, évidemment c'est toujours comme ça, mais sans ce duo, sans ce binôme, eh bien l'entreprise n'aurait jamais pu démarrer. Et quasiment toutes les entreprises de la Silicon Valley reposent sur ce type de modèle. C'est absolument saisissant. Alors vous me direz, les pauvres autistes sont discriminés. Pas forcément. Savez-vous, Steve Jobs est mort, mais Steve Wozniak continue ses petits bricolages sereinement. Voyez, comme quoi parfois il vaut mieux avoir un mode de vie autiste discret et s'adonner à ce que l'on aime. Voilà. Bon. Ou aussi, un autre peut-être schéma, il y a des parcours parfois absolument saisissants. Permettez-moi de vous citer une personne, j'allais dire inconnue, puis ensuite une personne connue, et puis ensuite on va essayer d'en tirer des leçons de conclusion. Alors, vous voyez, chers amis, cette image. Nous y voyons des insectes. Vous me direz, c'est une photo. Non, ce n'est pas une photo, c'est un dessin. Simplement, ce dessin a une précision photographique, je dirais une précision autistique. En fait, oui, c'est l'œuvre d'un camarade autiste. Je précise non-verbal, c'est-à-dire qu'il ne parle pas. Depuis son enfance, sa grande passion, c'est de dessiner des insectes, comme par exemple ici. Et donc notre camarade, évidemment, était dépourvu de tout devenir professionnel ou personnel. Qui donc voudrait d'un jeune adulte non-verbal qui ne dit même pas bonjour, voyez. Sauf qu'il s'est trouvé que des gens de chez Kodak, vous voyez le Kodak, ceux qui font les photos là, sont passés par là et ils ont vu les dessins de mon camarade, de notre camarade. Et donc ils se sont dit, zut, ce bonhomme-là dessine plus précisément que ne photographie nos appareils photo. Donc ils l'ont embauché. Aujourd'hui, notre camarade, depuis quelques années, s'occupe du débugage des logiciels d'imprimante chez Kodak.
Alors, il ne parle toujours pas beaucoup. Son poste a été adapté d'une façon remarquable, mais il abat le boulot d'une dizaine de non-notistes. Et donc, à cause des problèmes économiques de Kodak, ils ont viré les non-notistes, ils ont gardé... Voilà. Alors, je ne vais pas me faire des amis, moi, je le sens bien. Mais en tout cas, peut-être, cet exemple-là peut nous donner à réfléchir sur un point. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on n'est pas verbal, lorsqu'on est peu verbal, ça ne veut pas dire qu'on est peu intelligent. Il n'y a pas de lien direct entre la faculté à verbaliser et l'intelligence des gens. Donc ça, je crois que ça sera le prochain horizon d'exploration, de savoir inclure, de savoir proposer des solutions à des personnes peu verbales ou non verbales. Donc c'est peut-être l'avenir. On n'est pas encore totalement à ce stade, bien qu'il y ait, j'allais dire, des exemples brillants d'inclusion de personnes, y compris non verbales ou peu verbales. D'ailleurs, chers amis, si vous voulez une preuve ultime de ce que j'avance, regardez nos hommes politiques. Ils parlent beaucoup, mais s'agit-il d'une preuve d'intelligence? Parfois, la question est ouverte, comme quoi il n'y a vraiment pas de corrélation entre ces deux aspects, voyez, ces deux facultés humaines. Ou peut-être une autre figure qui, cette fois, est très connue, ou qui est devenue très connue. Eh bien, là, voici, vous avez reconnu donc Greta Thunberg. Donc Greta, peut-être si je puis me permettre cette familiarité, donc grande figure, mais faut-il la présenter, de la question du climat. Alors, au tout début, quand j'avais entendu parler d'elle, je me disais, est-ce qu'elle est vraiment autiste? Je ne la connaissais pas. Je me suis un peu documenté, je crois que oui, c'est même très frappant, quoi. C'est même très frappant. Pourquoi et comment? Déjà, vous voyez, son centre d'intérêt est marqué depuis quasiment toujours. Vous voyez, l'obsession, ou plutôt très grande attention par rapport aux questions climatiques. Le fait qu'elle le fasse de façon totalement désintéressée, elle ne fait pas ça pour les sous ou ni autre chose. Elle n'est pas comme, par exemple, l'un de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies qui vient en hélicoptère pour vous faire une présentation sur le réchauffement climatique ou que sais-je. Voyez, donc c'est, je dirais, une personne aussi qui met en phase ses convictions, croyances avec son mode de vie. Elle inverse aussi. Voyez, donc c'est peut-être assez fascinant à cet égard-là. Alors, d'un point de vue tout à fait cynique, de nos jours, les grandes stars ou les grands leaders de tel ou tel combat finissent souvent par être rattrapés par leur propre passé, parce que de nos jours, tout se sait. Donc souvent, les scandales éclatent et éclaboussent telle ou telle grande figure de tel ou tel combat. Donc scandale financier, scandale de mœurs, et que sais-je encore. Avec Greta, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Donc, il est rationnel, si vous avez une cause à défendre, de la confier à quelqu'un comme Greta. Parce que là, il n'y a pas de risque qu'on découvre le compte aux îles Caïmans de Greta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une certaine façon, la société moderne, l'économie moderne, peuvent à nouveau ouvrir des places, des créneaux où des personnes comme Greta ou comme d'autres trouveront leur compte. C'est assez fascinant quand on y songe. Les évolutions du monde sont certes complexes et brouillonnes, mais comme si elles avaient sans cesse besoin de cette marge humaine, de cette différence humaine. Voyez, après tout, c'est peut-être un peu trop darwinien, mais peut-être si vous considérez l'histoire des espèces, c'est à chaque fois la marge, l'individu bizarre, celui qui aurait dû être broyé, qui d'une certaine façon trouve sa place lors des évolutions qui surviennent ou des mutations de l'environnement ou du cadre, que sais-je. Voyez, donc cela peut nous donner peut-être à réfléchir. Ceci étant,
je ne sais pas comment tourner ma phrase pour ne pas être vilain et ne pas heurter qui que ce soit. Je pense qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant chez Greta, mais à titre personnel aussi quelque chose d'assez inquiétant. Vous voyez, quand vous êtes quelqu'un d'absolument incorruptible, d'absolument rigoureux, peut-être que donner le pouvoir absolu à une personne comme ça peut faire peur. Vous voyez, l'exercice du pouvoir politique, c'est aussi savoir nouer des compromis. C'est peut-être aussi d'accepter les imperfections humaines. Sinon, on risque de finir comme Savonarola ou Robespierre ou d'autres. Donc, autant dire, je suis fasciné par Greta. Je trouve que c'est absolument génial ce qu'elle fait. Mais je n'aimerais pas vivre dans un pays où elle aurait le pouvoir absolu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est un point de vue personnel. Alors, donc, très concrètement, de ces diverses considérations et discussions, qu'est-ce qui peut en émerger? C'est qu'il est possible, et il est même de notre devoir, de concevoir des solutions pour rendre l'université ouverte à des personnes différentes. À titre personnel, j'ai la chance de faire partie d'un projet de création d'université inclusive, en particulier en lien avec l'autisme. Si vous me permettez cette petite publicité, il s'agit donc du projet dénommé Aspie Friendly. Je vous avoue que le terme n'est pas forcément le meilleur puisqu'il fait référence au syndrome d'Asperger qui normalement n'existe plus, et ainsi qu'au docteur Asperger dont on connaît le passé pas forcément très brillant durant la période nazie. Mais, donc le projet Aspie Friendly vise à construire des cursus universitaires ouverts à tous les étudiants, en particulier étudiants autistes. Nous avons déjà à ce jour plusieurs dizaines d'étudiants autistes. Je l'espère que dans quelques temps, nous en aurons également ici à Louvain. C'est pour cela qu'il faut, je dirais, kidnapper, si vous voulez, des gens, des hommes politiques pour qu'ils fassent le nécessaire. Sinon, je ne sais pas comment on va faire. Bon, c'est une technique un peu sauvage, je plaisante. Voilà. Et donc, il s'agit de concevoir des options, des solutions à toutes les étapes du parcours d'un étudiant autiste. À commencer d'ailleurs à la phase où la personne n'est pas encore étudiante. Donc, dans le cas de l'autisme, nous l'avons vu dans les témoignages aujourd'hui, eh bien, dans le cas de la personne autiste, souvent, il y a des déscolarisations. La personne se retrouve exclue du parcours scolaire ordinaire. Donc, il faudra trouver, je dirais, des solutions pour permettre à ces personnes de rentrer malgré tout à l'université lorsqu'elles en présentent, je dirais, l'envie et lorsqu'elles ont aussi la motivation, parce qu'être à la fac, ça demande quand même beaucoup d'efforts. Vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, il s'agit de trouver des équivalences pour permettre, eh bien, à la personne d'entrer, je dirais, à l'université. Ensuite, il s'agit de repenser la modalité de faire cours, donc avec des outils numériques pour, je dirais, certains cas, certaines personnes autistes ou certains types d'enseignements, par exemple dans de grandes enceintes comme celle-ci, la personne autiste pourra être présente par le biais d'un robot de téléprésence. C'est possible, ce n'est pas optimal, mais c'est envisageable. Également, ensuite, il s'agit de former tous les autres professionnels, toutes les autres personnes aux spécificités de l'autisme, depuis les enseignants jusqu'aux camarades de classe, par exemple. Également, il s'agit donc de repenser le système d'évaluation, donc de notation ou d'examen, ou peu importe le terme que l'on utilise. On observe que le système d'évaluation d'examen, souvent, n'est pas réellement pensé par rapport aux personnes autistes. Il s'agit aussi et surtout, j'allais dire, de penser tout l'environnement vital de la personne. Il ne faut pas concevoir l'étudiant autiste comme une sorte d'individu qui est présent au cours. Non, il s'agit avant tout d'une personne dans tout ce qu'elle a dans la vie. Par exemple, c'est une personne qui a besoin d'un logement. Comment donc penser le logement des personnes autistes? C'est également une personne qui doit se rendre physiquement
sur l'endroit où se déroulent les cours, donc les transports. Vous me direz que, par exemple, à Louvain-la-Neuve, la distance n'est pas typiquement très grande entre le logement et le lieu de cours. Oui, mais il faut s'y retrouver dans le labyrinthe de la dalle, etc. Voyez? Donc, la difficulté n'est pas forcément liée au kilomètre à parcourir, mais aux modalités du trajet. Voyez? Donc ces choses-là, il faut y réfléchir, on peut y réfléchir. Également la question de la nourriture, qu'est-ce que l'on mange à midi ou le soir, hein? Voyez? Est-ce qu'il y a par exemple des menus compatibles avec le profil autistique? Est-ce que l'étudiant peut obtenir son repas, j'allais dire sa manse, hein, pour être un peu, je dirais, pédant, sans forcément trop interagir avec l'environnement, hein? Voyez? Ou bien est-ce que ça nécessaire de manger dans un lieu où il y aura je ne sais combien de dizaines, sinon de centaines d'autres personnes. Donc toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont réfléchies, peuvent permettre d'aboutir au succès. Et c'est un peu ce que l'on observe avec nos étudiants autistes dès à présent. Pour le moment, on n'a eu aucun échec. Et on a pourtant des profils extrêmement variés. Peut-être que les 2/3, c'est une estimation personnelle, mais peut-être que les 2/3 des étudiants autistes que l'on a n'auraient jamais pu entrer à l'université si on n'avait pas proposé des solutions, j'allais dire, particulières et adaptées à ces personnes. Également, peut-être, je tiens à dire que j'ai été frappé de recevoir nombre de messages d'Amérique, des étudiants autistes américains jaloux. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, pour avoir un cursus adapté à l'autisme, vous devez débourser jusqu'à 150 000 $, quoi. En d'autres temps, même si vous réussissez vos études et même si vous trouvez un bon emploi, vous aurez une telle dette étudiante que vous ne vous en sortirez jamais. Donc, je crois lorsqu'on reçoit des messages d'Américains jaloux, c'est qu'on a plutôt bien bossé, du moins je l'espère. Voyez, en tout cas, ce sont des rencontres fascinantes avec ces personnes, entre par exemple tel étudiant autiste qui se passionne depuis la plus tendre enfance pour, par exemple, les fontaines historiques du monde. Telle autre étudiante qui, au tendre âge de 22 ans, est passionnée par un élevage donc, de boas. Vous voyez les bêtes, voilà. Et je vous passe d'autres détails. On a quand même de quoi peut-être redonner le sourire à bien des gens non autistes dont la vie est un peu tristounette. Et puis, pour terminer, j'ai une petite anecdote à partager avec vous. J'ai un ami autiste que je connais depuis très très longtemps, peut-être 16 ou 17 ans, sinon plus. Et cet ami autiste a dédié sa vie aux langues. Donc ne lui parlez pas d'un autre sujet que les langues, il ne vous écouterait même pas. Et vous croiriez à une existence d'une déficience intellectuelle chez lui. Non, 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 ce n'est pas le cas. Simplement, il est en train de se demander pourquoi est-ce que vous consacrez votre vie à des âneries telles que la télévision ou que sais-je. Voilà. Donc, mon camarade autiste, eh bien, donc, est toujours en train de potasser quelques langues étranges et d'écrire des dictionnaires qui ne seront jamais publiés, tout simplement. Voilà. Mais des dictionnaires indispensables à la vie, par exemple, entre le vieux cornique et le vieux manois. Bon, je ne sais pas en langue des signes comment ça se dit ça, désolé. Mais ouais, des langues bizarres de l'ancien temps. Voilà. Et donc, pendant ces années, je m'étais fait beaucoup de soucis pour mon camarade parce que j'étais convaincu qu'il allait finir à la rue. Beaucoup de gens autistes finissent à la rue sans domicile fixe, etc. J'avais aussi très peur qu'il se suicide. Le suicide est une réalité très commune, hélas, chez beaucoup de gens autistes. Mais le hasard a bien fait les choses. Il a fini par trouver une petite source de revenus. Comment a-t-il fait? C'est simple. Il a une excellente maîtrise du vieil irlandais. Et il y a eu un poste de lecteur à l'université de vieil irlandais qui s'est libéré. Il n'avait pas de concurrent. Donc ça, c'est une stratégie. Si vous voulez avoir du boulot, trouvez une spécialité où il n'y a pas de concurrent. Voyez.
Plutôt que de faire des études, je ne sais pas, de littérature anglaise, là, il y a des milliers d'étudiants qui font littérature anglaise. Faites des études de vieil Éthiopien. Là, il n'y a personne. Vous serez le seul ou la seule avec l'enseignant. Évidemment, l'enseignant sera au moins aussi bizarre que vous. Et donc, il vous jugera normal. Et lorsque un jour, c'est vilain de parler comme ça, mais ça arrivera, lorsque un jour le prof de vieil Éthiopien sera rappelé au ciel, si j'ose dire, ben son poste va se libérer. Voyez, donc à méditer. Bon, ce sont des conseils un peu décalés, mais fonctionnels néanmoins. Donc mon ami a trouvé une petite source de revenus et à l'automne dernier, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru possible, à savoir donc qu'il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi donc? Ben, c'est simple. À la naissance de son enfant, donc de son fils que voici, eh bien, une pensée panique, terrifiante lui a envahi l'esprit. Et si jamais son enfant n'était pas autiste? Imaginez d'avoir un enfant qui ne s'intéresse ni à la formation de l'aoriste sigmatique en sanskrit védique, ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental. Bon, pardon pour la traduction langue des signes. Mais vous voyez, ça c'est à désespérer. Donc dans un moment de panique après la naissance de son enfant, il m'a envoyé cette photo et j'ai moi-même transmis la photo à d'autres camarades autistes qui ont le regard expert. Et après analyse de la photo, enfin, vous voyez, c'est un peu dans le langage du Talmud, on pourrait dire, et l'assemblée des sages après délibération. On a constaté, observé que le tout petit a déjà le regard autiste. Ouf! Les parents sont soulagés. Bon, quand on connaît le profil des deux parents, on se dit qu'il y avait assez peu de risques, finalement. Voyez? Donc, l'université, d'une certaine façon, forme les chercheurs non seulement de demain, mais même d'après-demain. On pourrait peut-être le formuler comme ça. Alors, pourquoi le regard autiste? Regardez la photo. D'habitude, quand vous vous approchez d'un bébé, il vous regarde, non? Ici, le bébé est en train d'étudier le design aux poissons, là. Bon, trêve de bavardage, il est encore trop jeune pour avoir son diplôme d'autisme, mais ça va se faire bientôt, à mon avis. À l'âge de 1 an, on peut avoir son petit diplôme d'autisme, en attendant le diplôme du doctorat, mais c'est plus ou moins la même chose, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, donc si vous me permettez une dernière phrase, je ne sais pas encore si le tout petit est autiste ou pas, mais il y a une chose dont je suis certain dès à présent, c'est que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable, j'oserais même dire bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui se disent ou croient normaux. Merci beaucoup.